Ses camarades la traitèrent chaque jour de moche, de sans valeur et de nulle. Le miroir devint son ennemi, renvoyant toutes les insécurités qu'ils avaient implantées dans son esprit. Mais elle a ensuite pris une décision qui allait changer non seulement sa vie, mais celle de milliers de personnes. Son blog, né des moments les plus sombres de son adolescence, est devenu un phare pour d'autres personnes noyées dans le même océan de doute. Les insultes commencèrent par des rires étouffés derrière les mains jointes, suffisamment discrets pour faire semblant de ne pas entendre. En quelques semaines, elles devinrent plus fortes, des cris résonnant dans les couloirs bordés de casiers, la suivant jusque chez elle comme des ombres. Elle mémorisait les itinéraires entre les cours pour minimiser les contacts, les toilettes étant les moins susceptibles d'être marquées d'inscriptions. Le déjeuner consistait à s'asseoir seul, à mâcher lentement pour faire passer les 30 minutes plus vite, tandis que des groupes d'élèves échangeaient des regards dans sa direction. Un mardi d'octobre changea tout. Un groupe de filles lui barra le passage près de la fontaine à eau. « Vous avez vu ce qu'elle porte ?» demanda l'une d'elles, suffisamment fort pour que les élèves autour se retournent. Une autre se pencha, la voix faussement inquiète. Certaines personnes n'ont tout simplement pas de miroir. Le rire la frappa comme un coup de poing. Elle s'enferma ensuite dans une cabine, le front collé au métal froid, jusqu'à ce que la cloche sonne. Ce soir-là, elle se tenait dans sa salle de bain sous un éclairage intense, scrutant chaque trait qu'ils avaient moqué, la courbe de son nez, l'espacement de ses dents, la façon dont sa jupe d'uniforme lui collait aux hanches. Des études montrent que les victimes de harcèlement chronique passent 73% plus de temps à scruter leur apparence que leurs pairs, se concentrant souvent sur des défauts perçus comme invisibles aux yeux des autres. Ses doigts traçaient les lignes de son reflet comme si elles pouvaient se remodeler par la seule force de sa volonté. Le lendemain matin, elle fit semblant d'être malade. Sa mère apporta de la soupe et partit travailler, ignorant que sa fille n'y avait pas touché. Pendant 3 jours, elle resta au lit, alternant entre le défilement de photos Instagram retouchées et les yeux fixés au plafond. Des recherches du Centre national de prévention du harcèlement indiquent que le harcèlement prolongé augmente de 300% les idées suicidaires chez les adolescents. Elle en comprit la raison. Les insultes tournaient en boucle dans sa tête, chaque répétition creusant des sillons plus profonds. Le 4e jour, elle ouvrit son ordinateur portable. Le document vierge brillait dans la pièce sombre, le curseur pulsant comme un battement de cœur. Elle tapa une phrase. « Je ne sais plus comment me regarder ». Puis une autre, et encore une autre. Les mots jaillirent. L'humiliation de la cafétéria, les rituels du miroir des toilettes, le poids écrasant de croire chaque mot cruel. Les psychologues constatent que l'écriture expressive réduit le taux de cortisol de 28% chez les survivants d'un traumatisme, même si elle l'ignorait à l'époque. Elle savait seulement que la pression dans sa poitrine s'atténuait légèrement à chaque paragraphe. À l'aube, elle avait écrit 3 pages. Le document ne contenait aucune solution, seulement des aveux bruts. Elle survola le bouton de publication d'une plateforme de blog gratuite, le pouls battant dans sa gorge. Une étude de 2021 sur la vulnérabilité des adolescents révélait que 68% des adolescents craignaient davantage le jugement en ligne que la confrontation en personne. Son doigt trembla, puis il cliqua. Le curseur clignotait sur l'écran vide, un défi silencieux. Elle ramena ses genoux contre sa poitrine, la lueur de l'ordinateur portable projetant des ombres sur les murs de sa chambre. La page blanche exigeait des mots qu'elle n'avait jamais prononcés à voix haute. Ses doigts planèrent sur les touches, puis tapèrent un titre. « Pourquoi je déteste le miroir ?» Les mots la fixaient, trop sincères pour être ignorés. Elle décrivit d'abord le rituel, la façon dont elle se tenait à quelques centimètres de la vitre chaque matin, cataloguant ses défauts comme des articles sur une liste de courses. Le nez trop large, les sourcils inégaux, l'acné qu'aucun anti-cerne ne pouvait masquer. Puis vinrent l'incident de la cafétéria, les murmures des vestiaires, la façon dont son estomac se nouait lorsque le regard s'attardait une seconde de trop.
Une étude de l'Université du Michigan de 2022 a révélé que 89% des adolescents victimes de harcèlement se focalisent sur leurs défauts physiques perçus, même lorsque ces défauts n'existent que dans les récits de leurs bourreaux. Elle ne cita pas l'étude, elle n'en avait pas besoin. Ces mots étaient une preuve suffisante. Il lui a fallu 3 heures pour écrire le message. Elle a supprimé des paragraphes entiers, puis les a restaurés, son pouls s'accélérant à chaque relecture. Un article du Journal of Adolescent Health souligne que la révélation de soi déclenche les mêmes voies neuronales que la douleur physique, ce qui explique la douleur derrière ses côtes lorsqu'elle a raconté comment elle avait commencé à porter des sweats à capuche cet été pour cacher ses bras. Elle a failli fermer l'onglet en arrivant au dernier paragraphe. Au lieu de cela, elle a écrit « Je ne sais pas si quelqu'un lira ceci. Mais si vous le faites et que vous ressentez la même chose, vous n'êtes pas seul. » La souris a survolé « Publié ». La lumière de l'écran s'est reflétée dans ses pupilles, tandis qu'elle comptait à rebours à partir de 10. À 3, elle a cliqué. La page s'est rafraîchie. Ces mots existaient désormais quelque part au-delà de sa chambre. Une sueur froide lui a perlé le dos. Elle a claqué son ordinateur portable et l'a fourré sous son oreiller comme un objet de contrebande. Des notifications l'ont réveillée à 2h37 du matin. 3 commentaires. Le premier disait « C'est exactement ce que je ressens tous les jours ». Le second « Vous l'avez mis en mots ». Le troisième contenait un seul emoji en pleurs. Elle s'est redressée, serrant son téléphone. Au lever du soleil, 17 autres commentaires sont apparus. Une fille de l'Oregon a raconté qu'on l'appelait « tête de pizza » depuis la 6e. Un garçon du Texas a admis avoir déjeuné à la bibliothèque pour éviter les regards. Une mère a écrit que sa fille lui avait montré la publication en disant « C'est moi ». Les analyses de trafic ont montré 83 visiteurs à midi, principalement grâce à des recherches Google aléatoires et à un seul retweet d'un petit compte de santé mentale. Au dîner, le nombre a atteint 500. Un professeur de psychologie de l'Université de New York a créé un lien vers la publication dans un fil de discussion sur la perception de soi des adolescents, la qualifiant de « cas d'école des dommages collatéraux du harcèlement ». Le professeur ne l'a pas identifié, mais ses abonnés ont quand même trouvé la publication. Ce soir-là, elle a actualisé la page toutes les quelques minutes, voyant le nombre de commentaires grimper. Une lycéenne de Chicago a écrit « Je pensais être la seule à pleurer dans les cabines d'essayage ». Une étudiante de première année a avoué qu'elle recouvrait encore les miroirs de serviettes lorsque son anxiété montait en flèche. Des chercheurs de Stanford ont ensuite analysé la section des commentaires et constaté que 72% des personnes interrogées utilisaient une formulation identique pour décrire leurs expériences, preuve, selon eux, de la cruauté scénarisée du harcèlement. À minuit, elle a reçu un message d'une jeune fille du pays de Galles. « J'ai lu votre message pendant mon temps libre », commençait-il. « J'allais manquer le mariage de ma cousine à cause de ce que les gens disent sur mon poids. Mais maintenant, je pense que je vais y aller. » Le message comprenait la photo d'une robe bleu marine accrochée à la porte d'un placard. La notification est apparue à 15h12 pendant son cours de chimie. Son téléphone a vibré dans son sac à dos, une fois, puis en continu pendant 30 secondes. Lorsqu'elle l'a consulté dans le couloir, l'écran affichait 142 nouveaux emails et une mention Twitter de Mind Over Matter, un compte dédié à la santé mentale comptant 800 000 abonnés. Leur tweet disait « Cette jeune fille de 17 ans a exprimé ce que la plupart des thérapeutes mettent des années à expliquer. » Un lien vers son blog était joint. Blog. À son retour, le site avait planté 2 fois. Son hébergeur avait envoyé une alerte pour dépassement de la limite de bande passante. Le compteur de visiteurs, qui tournait régulièrement autour de 200 vues par jour, affichait désormais 28 000 et continuait d'augmenter. Des messages affluaient du Brésil, du Japon, d'Afrique du Sud. Des personnes écrivaient dans un anglais approximatif ou traduisaient des phrases expliquant comment ces propos reflétaient leurs expériences. Un professeur d'université norvégien lui a envoyé un courriel pour demander l'autorisation d'utiliser son article dans un cours de psychologie.
Un magazine pour adolescents australien souhaitait une interview. Assise à son bureau, elle actualisait la page d'analyse. La carte s'illuminait de points sur 6 continents. De minuscules punaises marquaient les lecteurs de Reykjavik, Mumbai et Buenos Aires. Une étude du Berkman Klein Center de Harvard montre que les contenus sur l'adversité personnelle se propagent 37% plus vite que les autres récits lorsqu'ils sont partagés par des influenceurs. Elle ignorait cette statistique lorsque ses mains se sont mises à trembler. Elle savait seulement que, quelque part à Séoul, quelqu'un venait de lire comment elle comptait les carreaux du sol de la salle de bain pour éviter de se regarder dans le miroir. Le volume la submergeait. Elle essaya de répondre aux commentaires pendant le déjeuner, mais les nouveaux arrivaient plus vite qu'elle ne pouvait taper. La nuit, elle restait éveillée à calculer. Si elle consacrait 5 minutes à chaque message, il lui faudrait 94 heures pour répondre à tout ce qui se trouvait dans sa boîte de réception. Son cahier d'algèbre était rempli de listes de choses à faire. Mettre à jour la mise en page du blog, trouver des photos d'archives, se renseigner sur les droits d'auteur. Pendant ce temps, les notifications non lues s'accumulaient comme des factures impayées. Ses professeurs ont remarqué les cernes sous ses yeux. Sa mère lui a demandé pourquoi elle s'excusait sans cesse pour consulter son téléphone. « Tu agis bizarrement », lui a dit sa meilleure amie lorsqu'elle a annulé leur projet de week-end pour la 3e fois. Elle n'a pas expliqué que les messages d'inconnus lui semblaient désormais plus urgents que les conversations en personne. Une étude de l'UCLA de 2023 sur les adolescents influenceurs a révélé que 68% d'entre eux déclaraient négliger leurs relations hors ligne lorsque leur présence en ligne explosait. Ces données ne l'ont pas réconfortée lorsqu'elle pleurait sous la douche, se demandant pourquoi elle n'arrivait pas à concilier les deux. Le doute s'insinuait dans les moments de calme. Qui était-elle pour donner des conseils? Elle sursautait encore en traversant certains couloirs de l'école. Certains matins, elle détestait encore son reflet. Le terme « syndrome de l'imposteur » figurait en tête de ses recherches, aux côtés de « comment gérer un blog » et de « que faire quand on devient viral ». Les psychologues Lisa Orban et Michael Rentz ont publié une étude soulignant que 82% des influenceurs accidentels souffrent de paralysie de la plateforme, c'est-à-dire de la peur que leur contenu ne soit pas à la hauteur de sa portée. Elle a ajouté l'étude à ses favoris, mais ne l'a pas partagée. Puis est arrivé le courriel d'une Torontoise. « Ma fille n'a pas quitté sa chambre depuis des semaines », disait-il. « Aujourd'hui, elle m'a montré votre blog et m'a demandé si on pouvait aller faire du shopping ensemble. » Il y avait en pièce jointe une photo d'une fillette souriante tenant une robe d'été. Cette nuit-là, elle était restée éveillée jusqu'à 2 heures du matin pour répondre aux messages, privilégiant ceux des parents et des enseignants. Elle a rédigé un nouveau billet intitulé « Ce qui m'a aidé dans les mauvais jours », énumérant de petites actions comme boire du thé chaud ou envoyer une phrase sincère à un ami par SMS. Les statistiques ne cessaient de grimper. 50 pays, 100 000 lecteurs mensuels. Une mention dans une newsletter du New York Times sur les activistes de la génération Z. Elle a cessé d'essayer de comptabiliser chaque partage ou mention. À la place, elle a épinglé la photo de Toronto au-dessus de son bureau. Lorsque le doute a refait surface, elle l'a regardé et s'est souvenue d'une vérité plus simple que n'importe quelle recherche. Les mots qui aident une personne comptent, même si, et surtout si, ils viennent de quelqu'un qui est encore en train de comprendre les choses. La notification est apparue un mardi après-midi, entre un message de remerciement et une question sur les stratégies d'adaptation. Le nom d'utilisateur lui semblait familier, une légère variation du pseudo-Instagram d'une fille de son cours de maths. Le commentaire disait « MDR, c'est tellement pathétique. Je vois qu'elle cherche encore à attirer l'attention. » En dessous, 3 émojis rieurs. Ses doigts se sont glacés sur le clavier. Elle réduisit aussitôt le navigateur, comme si le fermer pouvait effacer ce qu'elle avait vu. La salle de classe autour d'elle lui revint à l'esprit. Le grincement des baskets sur le linoléum. Quelqu'un qui toussait 3 rangées plus loin. Mais les mots continuaient de tourner dans sa tête. Chaque syllabe aussi aiguë que le jour où ils avaient été prononcés pour la première fois.
Une étude de Yale de 2021 a révélé que les victimes de harcèlement ressentaient la même activité neuronale lorsqu'elles se souvenaient d'un harcèlement passé que lors d'agressions réelles. Son pouls accéléré le prouvait. De retour chez elle, elle a rouvert la section commentaires, la porte de sa chambre verrouillée. Le message avait déjà reçu 6 réponses. « Qui t'a fait du mal ?» a demandé un utilisateur. Un autre a écrit « Je parie que tu n'as jamais eu une pensée originale de ta vie. » Le fil de discussion s'est rapidement développé, de nouvelles réponses apparaissant toutes les quelques secondes. Une femme d'une quarantaine d'années a raconté comment elle était la cible de harcèlement au travail depuis des années. Une lycéenne de l'Ohio a publié des captures d'écran de commentaires similaires qu'elle avait reçus, ajoutant « Ils recyclent les insultes parce qu'ils n'ont rien de créatif à dire. » Elle rafraîchit la page compulsivement. 40 commentaires devinrent 80. Quelqu'un lança un hashtag. « Ma valeur n'est pas votre opinion ». L'auteur du commentaire initial tenta de se défendre. Ce n'était qu'une blague, mais les réponses la submergèrent. À minuit, le compte était supprimé. Le fil de discussion subsistait avec plus de 300 réponses. Des recherches de l'Université de Toronto indiquent que les communautés en ligne peuvent avoir un effet vaccinal, où le soutien collectif immunise les individus contre les dommages psychologiques du harcèlement. En parcourant les messages, elle comprit pourquoi. Pourtant, elle en rêva cette nuit-là. La fille du cours de maths se tenait dans un couloir bondé, répétant les mots tandis que les autres riaient. Elle se réveilla à 3 heures du matin et consulta son blog. Le fil de discussion comptait 500 commentaires. Vers la fin, un nouveau message attira son attention. « J'ai été cette harceleuse autrefois, je suis désolé. » Le compte était anonyme, mais les détails concordaient. Une confession sur le fait de rire pour éviter de devenir la prochaine cible. Une étude de Cambridge de 2022 sur la dynamique sociale des adolescents a révélé que 63% des harceleurs se livrent principalement à des actes de harcèlement par crainte pour leur propre statut social. Le lendemain matin, à l'école, elle remarqua la fille du cours de maths, assise seule à la cantine. Leurs regards se croisèrent brièvement avant que l'autre ne détourne le regard. Elle envisagea de s'approcher et de dire quelque chose, mais la cloche sonna. Cet après-midi-là, elle rédigea un nouveau billet intitulé « Quand le passé frappe ». Elle écrivit à propos du fil de commentaires, sans nommer personne, se concentrant plutôt sur la réaction enthousiaste de ses lecteurs. « Les voix les plus cruelles, écrivit-elle, sont toujours moins nombreuses. On n'entend pas toujours les autres tant qu'on ne leur laisse pas de place. » Les commentaires ont afflué quelques minutes après la publication. Des abonnés ont partagé des témoignages de confrontation avec d'anciens harceleurs, certains par le pardon, d'autres par la simple indifférence. Une thérapeute de Chicago a cité une étude montrant que les réseaux de soutien social réduisent de 41% les symptômes du syndrome de stress post-traumatique, SSPT, chez les victimes de harcèlement. Elle a ajouté l'étude à ses favoris pour référence ultérieure. Ce soir-là, elle a reçu un courriel d'une enseignante d'un collège de Floride. L'enseignante avait imprimé le message pour ses élèves après un incident de harcèlement. Des photos de post-it s'étaient jointes, accrochées au mur de la classe, chacune portant l'engagement d'un élève, comme « Je déjeunerai seul avec quelqu'un » ou « Je ne rirai pas aux blagues méchantes ». L'enseignante a écrit « Vous avez lancé une conversation que j'essaie d'avoir depuis des années. » Le message est arrivé à 1h14 du matin, alors qu'elle était à moitié endormie et parcourait sa boîte de réception. L'objet était simple. « Merci ». Elle a failli le marquer comme spam avant de remarquer la première phrase. « Votre blog m'a sauvé la vie ». Les mots brillaient sur l'écran, trop lourds pour être traités immédiatement. Elle s'est redressée, s'est frotté les yeux et a allumé sa lampe de chevet. L'expéditeur était Emily, une adolescente de 14 ans du Nebraska. Son message décrivait 3 années passées à se faire traiter de baleine et de cochon à l'école, à se cacher dans les toilettes pour déjeuner seule, à tracer des vergetures dans le miroir avec dégoût. Les détails reflétaient ses propres expériences avec une précision inquiétante.
Même les insultes étaient identiques. Émilie racontait avoir découvert son blog lors d'une nuit particulièrement difficile, alors qu'elle cherchait en ligne des moyens de mourir sans douleur. « J'ai lu ton article sur la haine des miroirs », poursuivait le message. C'était la première fois que j'avais l'impression que quelqu'un me comprenait. Elle le lut 3 fois avant de répondre. Ses doigts hésitaient sur le clavier. Que pouvait-elle dire qui ne sonnerait pas banal ? Une étude de l'université Johns Hopkins de 2022 sur la prévention du suicide a révélé que les messages personnalisés des pairs réduisaient les idées suicidaires chez les adolescents de 34% par rapport aux messages d'assistance téléphonique génériques. Elle tapait lentement, posant des questions sur les loisirs d'Émilie, lui suggérant de petites stratégies d'adaptation qui avaient fonctionné pour elle. Écrire ses pensées négatives sur un papier, puis les déchirer. Prendre une photo quotidienne de quelque chose qui la faisait sourire. Elle concluait ainsi « Tu es déjà plus forte que tu ne le penses. Le fait que tu aies contacté Émilie le prouve. » Après avoir appuyé sur « Envoyer », elle fixa le plafond. Le poids des mots d'Émilie s'imprégnait en elle. Jusqu'à présent, la plupart des commentaires portaient sur le sentiment de se sentir moins seule ou de gagner en confiance. C'était différent. C'était une question de vie ou de mort. Elle ouvrit son tableau de bord analytique, plus de 200 000 lecteurs mensuels maintenant. Combien étaient dans des situations similaires? Une étude de Harvard de 2023 sur le soutien numérique par les pairs a révélé que pour 1000 visiteurs de blogs sur la santé mentale, environ 12 étaient activement suicidaires lorsqu'ils découvraient le contenu. Les chiffres se brouillèrent tandis que ses yeux s'embuaient. Elle consulta les profils d'Émilie sur les réseaux sociaux, tous en mode privé, à l'exception d'une photo de profil montrant une fille aux joues rondes et portant un appareil dentaire, souriant timidement à la caméra. Cette banalité lui fit mal à la poitrine. Ce n'était pas une statistique abstraite. C'était une personne réelle qui ne serait peut-être pas là sans les mots qu'elle avait tapés dans sa chambre à 3 heures du matin. La responsabilité pesait soudain sur elle. Était-elle qualifiée pour gérer cela? Aurait-elle dû plutôt orienter Émilie vers un professionnel? Le lendemain, à l'école, elle n'arrêtait pas d'imaginer Émilie dans des salles de classe comme la sienne, arpentant des couloirs tout aussi bondés, peut-être assise seule à déjeuner à cet instant précis. Pendant le cours de physique, son professeur l'appela 2 fois avant qu'elle ne réponde. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, mais ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'elle prit son crayon. Ce soir-là, Émilie répondit. Elle avait commencé une liste de petites choses qui la rendaient heureuse. L'odeur de la pluie, le nez froid de son chien, la façon dont son petit frère riait devant les dessins animés. Elle avait aussi montré le blog à son conseiller d'orientation, qui l'avait aidé à élaborer un plan de sécurité. « J'ai encore des mauvais jours », écrivit Émilie. « Mais maintenant je sais qu'ils ne dureront pas éternellement. » 6 juin, la photo d'un post-it collé sur son miroir sur lequel était écrit « Je suis suffisante » d'une écriture tremblante. Elle a imprimé la photo et l'a collée au-dessus de son bureau. La fois suivante où elle a douté de l'utilité du blog, elle l'a consulté. Les chiffres et les indicateurs s'estompaient face à cette preuve tangible d'impact. Elle a commencé à compiler une page de ressources avec des lignes d'assistance téléphonique et des annuaires de thérapeutes, une tâche qu'elle remettait à plus tard depuis des mois. Une étude de l'Université de Pennsylvanie sur les comportements de recherche d'aide a révélé que 68% des adolescents préfèrent accéder aux ressources en santé mentale via des plateformes auxquelles ils font déjà confiance plutôt que par les canaux officiels. Émilie m'a ensuite envoyé des messages chaque semaine pour me donner de petites nouvelles d'un nouveau passe-temps ou de la façon dont elle a survécu à une journée difficile. Elle ne demandait jamais de conseils, partageant simplement ses progrès comme si elle prenait des nouvelles d'une amie. Chaque message se terminait de la même manière, toujours là, toujours en train de lire. Le message a commencé par une liste dans son carnet, griffonné pendant un moment libre à l'école. Elle avait remarqué une tendance dans les messages des lecteurs. Les gens comprenaient pourquoi ils avaient des difficultés avec leur image de soi, mais ne savaient pas comment la changer.
Comment aimer à nouveau le miroir a pris forme en 2 semaines, chaque point étant comparé à ses propres expériences avant d'être ajouté. Elle a évité les grandes déclarations sur l'acceptation de soi. Elle a plutôt décomposé son message en actions concrètes. Se tenir à 1 mètre du miroir dès le matin, écrire chaque jour une observation neutre sur son apparence. Complimenter à voix haute l'apparence des autres pour rééduquer son cerveau à la négativité. Elle a hésité avant de publier. Un article de psychologie de Stanford avertissait qu'une simplification excessive des méthodes de développement personnel pouvait aggraver le sentiment des lecteurs lorsqu'ils ne parvenaient pas à obtenir des résultats rapides. L'étude citait des exemples comme le mantra « Aimez-vous » qui augmentait la honte chez 62% des participants atteints de dysmorphie corporelle. Elle a modifié l'article pour y inclure des avertissements. Les progrès ne seraient pas linéaires. Certains jours seraient encore douloureux, et c'était normal. Elle a ajouté une section sur les micro-moments de tolérance comme objectif valable lorsque l'acceptation totale semblait impossible. La publication a été mise en ligne un mardi matin. À midi, le nombre de partages dépassait tout ce qu'elle avait écrit auparavant. Une enseignante de lycée au Texas en a imprimé des exemplaires pour les journaux de ses élèves. Un thérapeute londonien a envoyé un courriel demandant l'autorisation de l'utiliser comme document à distribuer à ses clients. La section commentaires regorgeait d'événements marquants. Une femme atteinte d'alopécie publiant sa première photo de cuir chevelu sans filtre, un adolescent décrivant avoir porté un short pour la première fois malgré des cicatrices sur ses jambes. Une étude de l'University College London montre que les interventions comportementales améliorent la satisfaction corporelle 43% plus efficacement que les approches purement cognitives. Les commentaires le prouvent. Elle surveillait attentivement les réponses. Lorsqu'une personne écrivait avoir échoué à l'une des étapes, elle répondait en ajustant les choses. Si se tenir à 1 mètre du miroir suscitait de l'anxiété, essayez à 1,50 m. Si écrire des observations neutres vous semblait impossible, commencez par lister des traits non liés à l'apparence. Une jeune fille du Wisconsin lui a envoyé un message privé. « Je n'ai pas pu faire l'exercice des compliments, car je ne connais personne à complimenter. » Elles ont réfléchi ensemble à des alternatives, comme remarquer un aspect positif chez les personnages de séries télévisées. Plus tard, la jeune fille lui a envoyé une photo de son carnet rempli d'observations sur la gentillesse ou l'intelligence des personnages de sitcom plutôt que sur leur apparence. Le succès de l'article a posé de nouveaux défis. Un magazine Lifestyle voulait en publier un extrait, mais sa version remaniée a amputé les nuances, transformant ces étapes soigneusement élaborées en un simple « Aimez-vous en 5 jours » fade. Elle a décliné. Une start-up spécialisée dans la santé mentale lui a proposé de la rémunérer pour promouvoir son application en parallèle de l'article. Mais ces conditions imposaient de supprimer la section ressources gratuites. Elle a refusé. Chaque décision lui pesait. Ces opportunités auraient pu élargir sa portée, mais à quel prix ? Une étude de Berkeley sur l'éthique des influenceurs a révélé que 78% des jeunes créateurs de contenu compromettent leur message pour des sponsors dès la première année. Elle a enregistré cette étude comme un avertissement. Les lecteurs ont continuellement adapté les conseils à leur vie. Un adolescent aveugle a adapté les exercices du miroir pour se concentrer sur l'autoperception tactile. Une personne ayant survécu à une brûlure a combiné les observations neutres avec sa routine de kinésithérapie. L'article a pris une dimension plus profonde que ses mots d'origine, évoluant grâce aux contributions de la communauté. Des chercheurs de l'université Northwestern l'ont plus tard cité comme une étude de cas de guérison participative, où l'adaptation collective des outils thérapeutiques augmente leur efficacité de 31%. La réaction la plus inattendue est venue d'une mère ontarienne. Sa fille de 7 ans avait commencé à imiter son discours intérieur négatif. En s'appuyant sur le principe de la publication, elles ont créé un jeu du miroir bienveillant, collé des notes positives autour du reflet. La mère a envoyé des photos de sa fille souriante sous un miroir, encadrées de phrases comme « Mon rire rend grand-mère heureuse »
et je suis doué pour dessiner des dinosaures. Cela a confirmé ce qu'elle avait commencé à comprendre. Le conseil était efficace, car il était suffisamment flexible pour s'adapter aux personnes là où elles se trouvaient, tout en étant suffisamment structuré pour leur donner une véritable orientation. La première invitation venait de son ancien collège. L'email du directeur est resté dans sa boîte de réception pendant 3 jours avant qu'elle ne réponde. Elle avait passé des années à éviter ces couloirs, et maintenant on la voulait à nouveau comme une sorte d'experte. L'ironie du sort la fit s'arrêter sur le clavier. Elle tapa. « Je ne suis pas sûr d'être qualifié » avant de le supprimer et d'écrire. J'en serais honoré. L'auditorium sentait la cire à parquet et la transpiration adolescente comme dans ses souvenirs. Mais maintenant, elle se tenait à l'estrade au lieu d'être avachie au dernier rang. 200 étudiants s'agitaient sur leurs sièges. Ses paumes laissaient des traces humides sur ses fiches, tandis qu'elle commençait l'histoire qu'ils avaient redemandée. L'incident de la cafétéria, le miroir, des toilettes, l'article de blog qui avait tout déclenché. Une étude de Yale de 2023 sur l'anxiété liée à la prise de parole en public a révélé que 72% des présentateurs inexpérimentés ressentaient des symptômes physiques comme des nausées ou des tremblements, quelle que soit leur expertise. Elle y croyait. Sa voix tremblait pendant les 5 premières minutes. Puis une main se leva au 3e rang. Une jeune fille portant un appareil dentaire demanda « Comment arrêter de croire ce qu'on dit de vous ?» La question lui était si familière qu'elle la calma. Elle mit les fiches de côté et parla des post-it qu'elle avait collés sur son miroir, comme elle s'était entraînée à lister chaque matin 3 traits de caractère non physiques qu'elle appréciait chez elle. Elle cita une étude de l'Université de Toronto montrant que des pratiques régulières d'affirmation de soi réduisent les croyances négatives intériorisées de 38% en 6 mois. Le silence se fit dans la salle. D'autres mains se levèrent. Après cela, une file d'attente s'est formée près de la scène. Un garçon, capuche relevée, a marmonné qu'on le traitait de homo tous les jours depuis la 5e. Une enseignante a avoué avoir encore du mal à accepter les commentaires sur son poids. Le directeur lui a proposé de prendre la parole lors de la conférence anti-harcèlement du district. Elle a accepté avant même d'avoir réfléchi à ce que cela impliquait. Un public plus nombreux, des questions plus difficiles, une surveillance accrue. Dans le bus qui la ramenait chez elle, elle a rédigé un nouveau discours intégrant leurs questions, les mains encore légèrement tremblantes. La conférence de district a réuni 300 enseignants dans la salle de réception d'un hôtel. Ici, les lumières étaient plus vives et le micro plus puissant. Elle a adapté son approche en fonction de ce qui avait fonctionné la fois précédente. Moins de statistiques, plus de témoignages personnels entrelacés de stratégies pratiques. Une conseillère pédagogique de Rutgers avait publié une étude montrant que les récits d'expériences vécues augmentent de 53% la mémorisation des stratégies de lutte contre le harcèlement par rapport à l'enseignement didactique. Elle a gardé cela à l'esprit lorsqu'elle a décrit comment elle s'était entraînée à manger à nouveau à la cafétéria, en commençant par des repas de 5 minutes à la fois. La séance de questions-réponses a failli la faire dérailler. Un administrateur sceptique a demandé « N'est-ce pas simplement dorloter les enfants ? On a survécu aux moqueries et on s'en est bien sorti. » La tension est montée dans la salle. Elle s'est agrippée à l'estrade et a cité une étude longitudinale de Harvard. Les personnes victimes de harcèlement chronique à l'adolescence présentaient des taux de dépression et d'anxiété 300% plus élevés à la quarantaine que leurs pairs. « Survivre n'est pas synonyme de s'épanouir », a-t-elle déclaré. Les applaudissements l'ont surprise. D'autres invitations ont suivi. Un centre jeunesse à Chicago. Un congrès d'enseignants à l'échelle de l'État. Chaque événement exigeait d'adapter son message. Des activités plus courtes pour les collégiens, davantage de citations de recherche pour les enseignants, un équilibre entre vulnérabilité et espoir. Elle conservait un dossier d'études sur son ordinateur portable. Les travaux de Stanford sur les interventions favorisant l'état d'esprit de développement, les conclusions de Cambridge sur les réseaux de soutien par les pairs. Mais les moments qui l'ont marqué ne sont pas les données.
Ce sont les enfants qui se sont attardés après coup pour lui montrer leur blog, les enseignants qui ont pleuré en décrivant des élèves qu'ils n'avaient pas su protéger. Lors d'un colloque universitaire, un professeur de psychologie l'a prise à part. « Vous êtes efficace parce que vous n'êtes pas une experte chevronnée », lui a-t-il dit. « Vous êtes la preuve vivante que la guérison est possible. » Enfin, une étude de Columbia a corroboré son propos. Les adolescents jugeaient les orateurs imparfaits mais attachants, 47% plus crédibles que les professionnels irréprochables. Elle y a repensé lors de sa présentation suivante, lorsqu'elle a admis qu'il y avait encore des jours où les commentaires négatifs la touchaient. Cet aveu n'a pas affaibli son message. Il a rendu les stratégies qu'elle a présentées réalisables. La notification par email est apparue alors qu'elle préparait ses bagages pour une autre conférence. L'objet était « Grâce à toi ». Elle a cru qu'il s'agissait d'un autre message de remerciement, jusqu'à ce qu'elle clique sur un tout nouveau blog intitulé « The Kind Reflection ». Le premier article expliquait que l'auteur, Priya, une étudiante en 2e année, suivait son travail depuis le lycée. « J'avais l'habitude de sécher les cours de sport parce que je détestais mon apparence en short », avait écrit Priya. Puis j'ai lu des articles sur les exercices du miroir et j'ai décidé de les essayer. Aujourd'hui, je crée cet espace pour partager. Elle parcourait le blog, sa valise à moitié pleine à côté d'elle. Priya avait adapté ses techniques. Au lieu de se contenter d'observations neutres, elle encourageait les lecteurs à trouver une chose que leur corps pouvait faire bien chaque jour, comme porter des courses lourdes ou survivre à un entraînement intense. La section des commentaires bourdonnait déjà d'activité. Une femme atteinte de sclérose en plaques a décrit comment elle appréciait ses bras lorsqu'elle poussait un fauteuil roulant sur des rampes. Un adolescent athlète a écrit qu'il remerciait ses jambes après les matchs, même lorsqu'elles lui faisaient mal. Des recherches de l'Université du Michigan ont montré que les interventions d'appréciation fonctionnelle réduisaient l'insatisfaction corporelle de 29% de plus que les approches traditionnelles de positivité corporelle. Priya avait intuitivement trouvé quelque chose de puissant. Elle répondit par des encouragements et quelques liens vers des ressources, puis fixa l'écran de son téléphone. C'était bien ce qu'elle espérait, que d'autres reprennent ses idées et se les approprient. Mais le doute s'installa. Ces ramifications allaient-elles diluer le message? Pourrait-elle maintenir l'élan sans son implication directe? Une étude de Stanford de 2022 sur les mouvements sociaux viraux a révélé que les adaptations décentralisées augmentaient la portée, mais risquaient de faire dévier le message. Elle mit l'article dans ses favoris, mais ne le partagea pas avec Priya. Le blog aidait déjà les gens, cela importait plus que des considérations théoriques. Au cours des mois suivants, d'autres initiatives dérivées sont apparues. Une lycéenne texane a lancé une série TikTok Mirror Challenge. Une thérapeute londonienne a intégré ces techniques à des séances de groupe pour la guérison des troubles alimentaires. Chaque version différait légèrement. Certaines mettaient l'accent sur les journaux de gratitude, d'autres utilisaient des exercices d'art-thérapie, mais toutes citèrent sa publication originale comme source d'inspiration. Des chercheurs de Northwestern ont appelé cela l'effet P-Senley dans les mouvements de santé mentale populaire, où une idée disperse d'innombrables graines qui prennent racine dans différents terrains. Elle les suivait discrètement, commentant rarement, mais lisant souvent. Le blog de Priya atteignait 10 000 lecteurs mensuels. Les vidéos de l'adolescente texane enregistraient un demi-million de vues. La thérapeute londonienne publiait une étude de cas montrant une amélioration de 40% des scores d'image corporelle chez les participants, utilisant des versions adaptées des exercices du miroir. Les chiffres auraient dû la rassurer, mais elle restait parfois éveillée, se demandant si cette croissance dispersée allait perdurer. Que se passerait-il lorsque la nouvelle tendance virale surviendrait? Puis est arrivé le courriel d'un district scolaire rural du Montana. Une conseillère avait combiné ces techniques avec un programme de mentorat par les pairs. Des enquêtes avant-après étaient jointes, montrant une réduction de 35% des incidents de stigmatisation corporelle. « Nous l'appelons le projet réflexion », a écrit la conseillère.
Les enfants s'enseignent désormais les exercices entre eux. C'est plus à eux qu'à moi. Le message incluait des photos de notes manuscrites laissées par les élèves sur un miroir commun du centre de santé. Mes mains créent de magnifiques poteries. Mes sourcils expriment parfaitement leur scepticisme. Elle a imprimé les photos et les a ajoutées au collage grandissant au-dessus de son bureau, à côté du post-it d'Émilie et du miroir bienveillant de la mère de Toronto. L'ensemble racontait une histoire qu'aucun indicateur ne pouvait à lui seul. Une étude longitudinale de l'UCLA sur les mouvements sociaux a révélé que les initiatives qui duraient plus de 5 ans partageaient toutes un point commun. Elles s'intégraient aux communautés locales plutôt que de s'appuyer sur des figures centrales. En voyant ces notes d'étudiante, elle a enfin compris. Il ne s'agissait plus d'elle ou de son blog. Les idées avaient pris vie. La jeune fille, qui autrefois tressauta en voyant son reflet, voit désormais bien plus que des défauts dans le miroir. Elle voit les nuits blanches passées à répondre aux messages, les mains tremblantes à l'estrade, les milliers de personnes qui puisaient de la force dans ses mots. Des études montrent que les récits personnels sur la façon de surmonter l'adversité augmentent de 41% les comportements de recherche d'aide. Une statistique confirmée par chaque lecteur qui a pris contact avec elle. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Quelqu'un de votre entourage pourrait avoir besoin de ces mots aujourd'hui. Le miroir reflète ce qui est là, mais il ne peut mesurer la résilience. Celle-ci se manifeste par des actes, en s'exprimant, en tendant la main et en réécrivant des histoires autrefois marquées par la douleur. Ce pouvoir a toujours été le vôtre.